la fiction est telle qu'elle est parce que la réalité est telle qu'elle est. S'il y a des asymétries comportementales entre les hommes et les femmes dans la fiction, c'est parce que dans la vraie vie, les hommes et les femmes se comportent différemment. J'étais invité dans le cadre de la promo de ce livre sur France Inter face à 3 journalistes qui ont passé les 8 minutes à caricaturer les propos de mon livre. Les plus grosses sociétés de production américaines ont désormais recours à des cabinets de conseil, dit encore une fois de diversité et d'inclusion. Je pense qu'il faudrait soutenir une vision plus universaliste. Certaines des séries que l'on pense apolitiques sont imprégnées des commandements woke, pas tant parce qu'elles incluent à l'écran, mais parce qu'il est absent. L'ARCOM fait des statistiques ethniques tous les ans en comptant le nombre de noirs et de blancs dans les programmes de fiction sur la télé française. Ça choque personne alors que c'est interdit par la Constitution. Pour qu'un film soit éligible aux Oscars, pour qu'un film puisse gagner un prix, il faudra qu'il porte à l'écran suffisamment de non-blancs. Donc c'est un quota très précis, je crois 30% dans les critères. Et évidemment, il y a beaucoup de films dans le passé comme Apocalypse Now, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Le Seigneur des Anneaux, tous ont été primés, ont reçu l'Oscar du meilleur film. Aujourd'hui, ils ne pourraient même plus concourir. Ce serait comme dire qu'OSS 117 est un film misogyne. Mais c'est pas un film misogyne, c'est un film qui se moque de la misogynie de son personnage principal. Le wokisme français, c'est peut-être le wokisme américain avec quelques années de retard. L'art du spectacle est-il à la merci de ce qu'on nomme wokisme? Le théâtre, la littérature, la fiction de demain est-elle condamnée par ce phénomène? Alors de ces questions, il est sujet dans votre livre, Woke Fiction, aux éditions du Cherche Midi. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir, Samuel Fitoussi. Merci beaucoup. Je précise que vous intervenez en tant qu'essayiste sur cette chaîne. Alors, de tous les angles possibles, pourquoi avoir choisi celui de la fiction pour étudier ce phénomène? Alors là c'est une question assez généraliste, donc je vais vous demander d'être assez bref, parce qu'on va bien évidemment aller plus dans le détail juste après. Écoutez, moi je suis passionné de cinéma, de films comme de séries, et depuis quelques années, en particulier depuis 2019-2020, j'ai vu les contenus changer, devenir de plus en plus idéologiques et perdre en qualité. Et j'ai voulu m'intéresser aux raisons de ce changement. Et j'ai voulu mettre en lumière le cahier des charges idéologiques auxquelles les films et les séries doivent aujourd'hui souvent répondre. Alors, vous dites que le danger, vous écrivez que le danger, ce n'est pas ce qui est annulé finalement, mais c'est ce que l'on ne produit plus. Donc, c'est de l'autocensure en quelque sorte. Alors, j'ai presque envie de vous poser la question, parce que quand on lit le livre, on se dit finalement toute l'industrie est gangrénée, mais est-ce que vous ne dramatisez pas un petit peu la situation? On a toujours des films ou des séries. Je ne suis pas un grand cinéaste, mais si je pense aux séries, on va penser au Bureau des légendes, par exemple, une série assez récente, qui ne sont pas forcément imprégnées par ce wokisme. Il reste et il restera toujours, je pense, ou j'espère, des espaces de liberté, des séries affranchies des commandements idéologiques du moment. Mais même, une des thèses que je défends dans mon livre, c'est que même les séries, souvent pas toutes évidemment, mais certaines des séries que l'on pense apolitiques, en fait, sont imprégnées des commandements woke, pas tant parce qu'elles incluent à l'écran, mais parce qu'il est absent. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, la même série ou le même film aurait peut-être été écrit en incluant certaines scènes qui aujourd'hui, au moment de l'écriture par le scénariste ou de la relecture du scénario, a été jugée problématique et n'apparaît pas. Donc par exemple, dans mon livre, je parle des rapports de séduction amoureux trop asymétriques qui peuvent représenter, selon les woke, une glorification de la culture du viol ou une représentation de stéréotypes de genre trop forts avec dans le film les hommes et les femmes qui font en moyenne des choses trop différentes ou si le film a des personnages qui ne sont pas, où la diversité n'est pas assez bien représentée ou parfois il faut faire très attention aujourd'hui à la façon dont on écrit certains personnages issus de groupes considérés opprimés, donc par exemple les minorités ethniques, parce que les présenter négativement, toujours selon les woke, peut véhiculer certains stéréotypes néfastes. Et donc souvent, on regarde une série, elle ne paraît absolument pas woke, mais en fait, si elle avait été il y a 10 ans, elle aurait eu un peu plus de saveur parce que les scénaristes se seraient permis certaines choses qu'ils ne se sont pas permises aujourd'hui. Si on met un peu de concret dans tout ça, est-ce que vous avez une idée d'une série qui serait appréciée collectivement, qu'on considérait comme non woke, mais qui finalement serait tout de même woke? Après, je ne dis pas que ces séries-là sont woke, elles sont apolitiques, mais parce qu'elles ne contiennent pas. Non, un bon exemple, c'est James Bond, les derniers James Bond, même si des critiques idéologiques lui ont été faites, le tout dernier James Bond, il est plus séducteur comme avant. Ça reste James Bond, mais il a changé, son personnage est un peu plus lisse. Il est amoureux. Le personnage de James Bond, d'ailleurs, c'est une confusion que font les woke entre comportement représenté et comportement glorifié, mais originalement, le personnage de James Bond, c'est un séducteur, il enchaîne les conquêtes, parce que ce type de personnage, dans la vie réelle, existe. Mais aujourd'hui, on ne peut plus représenter ce type de personnage, en tout cas, on ne peut plus les représenter positivement.
Et donc James Bond, c'est un bon exemple. Les changements dans James Bond, c'est plus des absences que des présences. Il y a aussi la nouvelle série, je ne sais pas si vous l'avez vu, le prequel de Game of Thrones, donc House of Dragons, qui est vraiment très réussi, je trouve, mais elle se distingue de Game of Thrones, qui a été fait au début des années 2010, parce que Game of Thrones avait rencontré de fortes critiques idéologiques, notamment parce qu'il représentait à l'écran des scènes de violence faites aux femmes. Dans la vraie vie, malheureusement, ce genre de scène existe. Et donc, la série représentait une part de la réalité sans pour autant glorifier évidemment cette réalité, sans pour autant recommander ce genre de comportement. Mais elle montrait la nature humaine dans toute son imperfection, dans tout son vice. Mais aujourd'hui, c'est plus permis. Un autre exemple dans la même série, c'est que Game of Thrones a été beaucoup critiqué parce que Daenerys, qui était blanche, libérait des esclaves non blancs. Et ça, c'était assimilé, selon les woke, au cliché du sauveur blanc. Et le sauveur blanc, c'est-à-dire que des scènes ou des schémas narratifs où un noir est aidé par un blanc perpétuerait, selon les woke, une sorte de condescendance néocoloniale. Et ce serait une négation de l'autonomie des noirs. Et donc ça, c'est plus permis. Donc dans House of Cards, ils ont bien évité ça. Il y a moins aussi dans House of Cards, dans House of Dragons. Aussi, ils ont bien évité les rapports il y a moins de sous-intrigues basées sur des relations d'amour hétérosexuelles positives parce que, je le démontre dans mon livre que ces dernières années, l'amour hétérosexuel a tendance à disparaître, pas complètement encore évidemment, et c'est surtout aux États-Unis, à disparaître des intrigues des blockbusters majeurs parce que les woke adhèrent à une vision selon laquelle l'amour est une forme et parfois une forme de compromission de l'indépendance féminine et qu'en tombant amoureuse, les femmes succombent parfois aux injonctions patriarcales. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes à analyser dans cette série. Alors là, on parle des modifications dans les scénarios, mais ça va un peu plus loin parce que vous citez Dana Walden, pardonnez-moi pour l'accent, présidente de Disney Télévision, qui déclare en 2021 recevoir parfois des scénarios magnifiquement écrits, mais qui ne remplissent pas les conditions d'inclusivité requises, donc qui sont mis de côté. Alors, question, est-ce que c'est un phénomène constatable sur l'ensemble des studios américains? Parce qu'on sait que Disney est quand même très en avance sur la propagande woke. Et l'autre question que j'ai, et ça sera une question qui sera aussi que je vous poserai tout au long de cet entretien, c'est quid des studios français? Quid de l'équivalent français? Alors aux États-Unis, je pense que oui, c'est les critères d'inclusion et de diversité, critères woke, sont parce qu'il faut toujours rappeler c'est dit de diversité et d'inclusion, mais on peut considérer que c'est absolument pas. En réalité, il n'y a ni de la diversité ni d'inclusion. Les woke changent le sens des mots, mais oui, ça se généralise. L'exemple de Disney, c'est un bon exemple, mais le New York Times, il y a quelques mois, nous apprenait que tous les plus grosses sociétés de production américaines ont désormais recours à des cabinets de conseil, dits encore une fois de diversité et d'inclusion, qui relisent les scénarios avant le tournage et proposent des modifications ou des retouches quand par exemple une femme est représentée insuffisamment positivement, quand il y a trop de stéréotypes de genre, quand certains stéréotypes néfastes pourraient être véhiculés ou quand un comportement considéré problématique pourrait indirectement être encouragé. Et donc, je ne sais pas si vous avez suivi la polémique sur Roald Dahl. L'œuvre de Roald Dahl, on l'a réécrite, censurée, et c'est des lecteurs en sensibilité qui ont fait ça. Mais en fait, le lecteur en sensibilité existe aussi au cinéma, en amont, au moment de l'écriture de scénario. Et ça, effectivement, ça se généralise. On peut aussi parler toujours pour les États-Unis, mais je pense que c'est aussi le cas en France. Les logiciels d'écriture de scénario sont désormais dotés d'outils d'inclusivité. C'est-à-dire que c'est des sortes d'intelligence artificielle où le scénariste, quand il écrit ses personnages, précise les déterminismes identitaires de chacun de ces personnages, donc leur genre, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, s'ils ont un handicap ou non. Et ensuite, le logiciel génère des petits diagrammes au fur et à mesure de l'écriture pour dire au scénariste si ce qu'il écrit est suffisamment inclusif. Donc voilà, donc ces commandements, c'est pas juste de la censure, donc cancel culture, ni des scénarios refusés, comme la phrase que vous avez citée de Dana Walden, mais c'est aussi des scénaristes qui intègrent ces injonctions quand ils écrivent et qui du coup font souvent des œuvres, parfois des œuvres un peu plus lisses et moins intéressantes. Ce que vous semblez dire dans votre livre, c'est que notamment, il y a des critères pour intervenir, je rebondis sur ce que vous dites, hein, il y a des critères pour les Oscars par exemple,
Et toujours pareil, je cherche à voir la différence entre la France et l'Amérique, parce que ces questions de diagrammes, ces questions de statistiques, finalement, en France, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, à ceux que je sache, d'avoir tel ou tel pourcentage d'homosexuels, d'hétérosexuels, de blancs, de noirs, etc. En revanche, est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Alors, effectivement, aux États-Unis, l'Académie des Oscars a mis en place, et puis je vais venir sur la France parce que c'est aussi le cas en France, en fait, mais donc l'Académie des Oscars a mis en place en fait, pour qu'un film soit éligible aux Oscars, pour qu'un film puisse gagner un prix, il faudra qu'il ait à l'écran qu'il porte à l'écran suffisamment de noms blancs. Donc c'est un quota très précis, je crois 30% dans les critères. Et c'est des quotas qui s'appliquent aussi bien sur la représentation à l'écran que sur les membres des équipes de tournage, des producteurs aux techniciens de plateau. Pour vous dire à quel point c'est institutionnalisé, les sociétés de production devront indiquer sur une plateforme internet la couleur de peau notamment de toutes les personnes impliquées dans la création du film. Et l'Académie des Oscars aura accès à ces données et en fonction de ces données, dira si un film est éligible ou non. Et évidemment, il y a beaucoup de films dans le passé comme Apocalypse Now, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Le Seigneur des Anneaux, tous ont été primés, ont reçu l'Oscar du meilleur film. Aujourd'hui, ils ne pourraient même plus concourir. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'évidemment, toutes les sociétés de production voudront concourir aux Oscars et donc respecteront ces nouvelles règles. Et pour répondre à votre question sur la France, on dit que la France est épargnée. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Mais le CNC accorde un bonus de financement de 15%. 15%, c'est pas négligeable, aux films dont les équipes de tournage sont paritaires. Donc la parité, on peut juger ça très bien, n'empêche qu'on peut aussi juger que c'est une forme d'identitarisme. On ne voit plus des individus, mais on voit des représentants de chaque sexe qu'il faut représenter équitablement. Donc on peut être en désaccord, surtout que la parité mène à des paradoxes, par exemple, au fait de considérer qu'au nom de l'inclusion, une femme ou une actrice bourgeoise doit être recrutée en priorité par rapport à un homme issu des classes populaires, par exemple. Et donc les quotas socio-économiques auraient sans doute plus de sens que des quotas purement identitaires. Donc il y a ça, il y a le CNC qui accorde aussi une aide, qui a un fonds dédié. C'est un fonds, je crois qu'il s'appelle Image de la diversité ou quelque chose comme ça, qui finance spécifiquement les films où la diversité est suffisamment représentée. Donc diversité, il faut toujours entendre non blanc. Donc voilà, le cinéma français n'est pas épargné. Et encore une fois, ce que j'essaye de démontrer dans mon livre, c'est que même quand ce n'est pas institutionnalisé, dans le monde de la culture, les gens penchent majoritairement à gauche et reproduisent ces commandements de bonne volonté. Parce que ce sont des militants, leurs intentions sont vertueuses, ils croient évidemment façonner un monde meilleur, etc. Et ils adhèrent à l'idéologie qui dicte ces commandements. Donc même quand ce n'est pas institutionnalisé, ces commandements souvent sont reproduits. Alors je vous propose de parler un petit peu de passé, parce que vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez mentionné Apocalypse Now, je vais arriver à le dire. Alors, est-ce que je dois éprouver de la honte aujourd'hui si je vous avoue très naïvement que les sketchs des inconnus ou bien les épisodes de la série Friends, vous me voyez venir, me font toujours rire? Effectivement, le Friends, sous le feu des critiques woke depuis quelques années, alors que Friends, il faut le dire, à l'époque, c'était une série très progressiste. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, la co-créatrice de Friends, elle-même est devenue woke et elle-même renie sa série. Elle a fait une donation de 4 millions d'euros au département d'études afro-américaines de l'université de Brandeis pour se faire pardonner. Et effectivement, donc dans Friends, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Le manque d'acteurs non blancs. Bon, à l'époque, la société américaine était un peu moins diverse. Il y avait un peu plus grand pourcentage de blancs. Donc, ce n'est pas forcément une preuve du racisme de la série. Il y a aussi ce qui est reproché à Friends, c'est les comportements des personnages. Donc, par exemple, il y a un épisode où je ne sais plus quel acteur, quel personnage, pardon, ne veut pas que sa fille joue à la Barbie. Sauf qu'évidemment, pardon, pas sa fille, son fils. Son fils. Sauf que, évidemment, ce que les woke parfois ne comprennent pas, c'est que la série, encore une fois, ne glorifiait pas le comportement de ce personnage. Au contraire, elle se moquait de lui. C'est une confusion, ce serait comme dire qu'OSS 117 est un film misogyne. Mais c'est pas un film misogyne, c'est un film qui se moque de la misogynie de son personnage principal.
Donc c'est pas parce qu'un film représente l'imperfection morale qui est présente dans chacun d'entre nous et contre laquelle on doit se battre, qu'un film glorifie cette imperfection. Et pour qu'un film, je pense, ou une série soit réussie, il faut justement qu'il montre cette imperfection pour montrer aux spectateurs que ces vices sont universellement partagés. En fait, si vous voulez, je pense que dans des séries comme Friends, c'est des séries qui sont profondément morales. Il y a une vision morale qui traverse le film, une distinction claire entre le bien et le mal. Simplement, les personnages n'adhèrent pas forcément à cette vision. Les personnages dérogent parfois font des choix qui sont considérés immoraux. Bon, c'est pas très grave pour l'exemple de la Barbie, mais qui ne sont pas les choix que le spectateur sait bien que c'est pas un enfant. Et même d'ailleurs les enfants le savent bien, mais c'est bien que ces personnages ne sont pas des modèles qu'on lui dit de reproduire et qu'il ne faut pas qu'ils se comportent comme eux. C'est simplement, voilà, c'est une fiction et ce recul est perdu par certains woke. Voilà. Ce qui est intéressant par rapport à la co-créatrice de Friends, c'est qu'on constate tout au long de votre livre, vous donnez plusieurs exemples, où on voit que des acteurs ont le passé un peu honteux. Je pense à Tom Hanks, qui a joué Philadelphia, un homosexuel dans Philadelphia au début des années 90. Donc forcément cette co-créatrice, mais il n'y a pas qu'elle, on peut parler Scarlett Johansson de mémoire, vous citez également. Alors question, est-ce que c'est la matérialisation d'un virage idéologique ou au contraire plutôt une volonté de montrer patte blanche pour rester dans le milieu? À quel point les personnes adhèrent réellement à ce discours? C'est ça le sens de ma question. C'est très dur à dire. Je pense que beaucoup de gens y adhèrent et effectivement la pression idéologique est très très forte. Par exemple, pour vous donner un exemple de quelqu'un qui je pense n'y adhérait pas, il y a le cas d'un acteur américain qui s'appelle Mario Lopez qui vers 2019 a fait une déclaration dans un podcast où il parlait assez librement de son métier, etc. Où il a dit moi je suis contre les transitions de genre pour les enfants de 3 à 4 ans parce qu'à cet âge-là, tu es juste un enfant, tu sais pas si tu es un homme, enfin tu sais pas, je crois qu'il a juste dit tu sais pas, tu es juste un enfant, t'en sais rien si tu es un homme ou une femme. Et donc voilà, et après dans le podcast il est passé à autre chose, ils ont parlé d'autre chose. Mais ces déclarations-là avaient fait scandale et la semaine suivante, il avait dû s'excuser, présenter des excuses vraiment très prononcées à la communauté des transgenres, ou même des LGBT, je ne sais plus. Donc je ne pense pas qu'il a changé d'avis en une semaine. Mais pour le bien de sa carrière, il a quand même dû présenter des excuses. Scarlett Johansson, c'est dur à dire, mais la polémique, c'est elle avait accepté de jouer le rôle d'un personnage réel transgenre. Et ça avait fait scandale parce que les woke pensent que seul un transgenre devrait pouvoir jouer un transgenre. Donc elles avaient dû s'excuser, encore une fois présenter des excuses très prononcées. Et on aurait dit que c'était la façon dont elle écrit ses excuses, on dirait que c'est des excuses écrites sous le coup de la torture, tellement ça fait pas naturel. Donc c'est dur à dire, mais peut-être qu'effectivement en 2 semaines, beaucoup de gens lui ont fait de la pédagogie woke et qu'elle a succombé à l'idéologie. C'est vraiment très dur à dire. Mais en tout cas, il y a des contre-exemples d'acteurs courageux. Il y a eu par exemple un remake d'Intouchable qui a été fait aux États-Unis, il s'appelle The Upside. Et c'est Bryan Cranston qui joue le rôle du personnage handicapé. Bryan Cranston, c'est notamment l'acteur qui joue Walter White dans Breaking Bad. Et donc on lui avait fait lui aussi le reproche d'avoir accepté le rôle d'un personnage handicapé alors qu'il n'est pas handicapé. Et lui, et d'ailleurs, il ne lui était rien arrivé, ce qui montre que parfois on peut être courageux sans subir les conséquences de son courage. Il avait dit c'est quoi cette histoire le principe d'être acteur, c'est de se mettre dans la peau de personnages qui ne nous ressemblent pas. Moi, je suis riche. Est-ce que ça veut dire que je peux pas jouer de personnage modeste Et voilà, donc il ne s'était pas excusé face à la meute. Et donc voilà, dur à dire à quel point certains ont peur pour leur carrière et à quel point certains adhèrent à l'idéologie. Je pense qu'il y a un peu des deux, très franchement. On parlait de Game of Thrones tout à l'heure. Mais moi, Game of Thrones, il y avait aussi des critiques à l'époque, je les entendais, pas que forcément sous l'angle wokisme, mais sous l'angle du puritanisme. C'est une série trop crue pour dire les choses. Et je me suis posé la question parce que finalement, le puritanisme a aussi un petit côté absolutiste, un petit peu totalitariste dans son essence. Donc, comment cohabitent ces deux tendances, le puritanisme et le wokisme? Est-ce que ce sont des alliés ou au contraire, est-ce qu'ils s'affrontent? Peut-être des alliés sur certaines choses. Game of Thrones, c'est un bon exemple. Mais il y a une différence de taille, c'est que les puritains conservateurs, dans le monde de la culture,
sont très minoritaires. C'est pas eux qui imposent les règles. Et chez les conservateurs, l'aile puritaine, on va dire, des conservateurs est encore une fois minoritaire. Mais un peu moins évidemment dans le Parti républicain aux États-Unis où ils sont un peu mieux représentés. Mais en tout cas en Europe, est très minoritaire. Donc j'entends souvent les gens qui veulent faire des équivalences entre les deux, les puritains et les woke qui se rejoignent. C'est vrai sur certaines choses. Les puritains qui eux aussi pensent qu'on ne peut pas représenter parfois certains comportements qu'ils assimilent au vice, etc., sans comprendre qu'on ne glorifie pas ces comportements, juste on les représente. Mais le poids sociologique de ces deux catégories de militants est tellement inégal que je pense qu'on ne peut pas les mettre sur le même plan et que, même si j'ai beaucoup de désaccords avec les conservateurs puritains, aujourd'hui ils ne représentent pas une menace pour la liberté de création. Et d'ailleurs, je dirais la même chose pour les woke. Chacun, moi je suis pour la liberté de chacun dans son coin de faire les œuvres telles qui incarnent sa vision morale et de mettre. Mais le problème c'est ceux qui veulent imposer aux autres leur propre vision morale et les obliger à s'y conformer. Et les puritains aujourd'hui ne le font pas. Peut-être qu'ils le feraient s'ils avaient l'influence et le pouvoir pour le faire, l'influence culturelle, mais ils ne l'ont pas. Alors que de l'autre côté, les woke le font. Et c'est pour ça que je m'attaque aux woke. Ce qui est aussi intéressant dans tous ces témoignages que vous abordez, c'est la volonté qu'ont certains grands acteurs du métier d'éduquer, c'est-à-dire de montrer le monde tel qu'ils voudraient qu'il soit et non tel qu'il est. Ça, vous le critiquez, on peut le comprendre, mais finalement, le cinéma de propagande, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le cinéma, l'art de propagande, dans sa grande globalité. Donc, en quoi cette époque diffère des précédentes ? Je pense que c'est notamment, à part évidemment en période totalitaire, mais c'est par l'ampleur de la chose. Je pense que depuis la Seconde Guerre mondiale en Occident, ça n'a jamais été aussi prononcé qu'aujourd'hui. Le fait que la proportion d'œuvres qui aujourd'hui sont idéologiques ou obéissent à certains critères idéologiques, oui, l'ampleur de la chose. Et c'est vrai, je cite notamment Delphine Arnott qui dit, Delphine Arnott, présidente de France Télévisions, qui dit on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc déjà, ça mène plusieurs questions. La première, c'est qui on ? Parce que les gens n'ont pas forcément la même vision idéale de la France. Et Delphine Arnott, c'est le service public, elle n'a pas été élue. Il est à craindre qu'elle impose une vision militante de la France idéale qui ne correspond pas à la vision de tous les Français. La deuxième question, c'est évidemment, dans ce genre de déclaration, parce qu'elle n'est pas la seule, il y a la croyance sous-jacente que la réalité découle de nos représentations culturelles, une idée fausse. En général, depuis plusieurs décennies, c'est la fiction est telle qu'elle est parce que la réalité est telle qu'elle est. Les personnages, par exemple, s'il y a des asymétries comportementales entre les hommes et les femmes dans la fiction, c'est parce que dans la vraie vie, les hommes et les femmes se comportent différemment. Mais les woke inversent le sens de la causalité. Pour les woke, le fait que les femmes et les hommes ne fassent pas toujours en moyenne les mêmes choix dans la vie, que ce soit professionnel, personnel et tout, découle de stéréotypes de genre que chacun intériorise via les films, via les séries, via les pubs, via l'imaginaire collectif. Mais je pense que la causalité est inversée, j'essaie de le démontrer dans le livre. Nos représentations ne façonnent pas la réalité, c'est nos représentations qui imitent la réalité. Vous parliez du service public à l'instant, donc Delphine Arnott. On a en effet des exemples d'émissions ou alors d'émissions, elle est terminée, mais je pense à Plus belle la vie, que vous en parlez également dans le livre, qui est un laboratoire woke de tout ce qui était dans l'actualité à l'époque. Vous avez également pu constater chez France Inter, où vous êtes intervenu récemment, que parfois ce genre d'entretien pouvait être le cadre d'un tribunal médiatique. À quel point le service public est infecté, le terme est un peu fort, mais vous comprenez ce que je veux dire, par justement ce wokisme. Il ne l'est pas évidemment à 100%, il reste des gens sur le service public qui font très bien leur métier, qui respectent leurs obligations pluralistes, et le pluralisme, et il existe encore une forme de pluralisme. Mais oui, l'exemple que vous prenez de mon passage sur France Inter, j'ai été invité dans le cadre de la promo de ce livre sur France Inter, donc déjà j'ai été surpris qu'ils m'invitent, et j'ai eu une séquence de 8 minutes face à 3 journalistes, toutes d'extrême gauche, qui ont passé les 8 minutes à caricaturer les propos de mon livre, à expliquer à sous-entendre que
que j'étais presque raciste et que je voulais pas de noir à l'écran ou je ne sais quoi, en citant mal ce que je disais dans mon livre. La séquence a pas mal circulé tellement elle est caricaturale et tellement les journalistes elles-mêmes en fait se sont ridiculisés en quelque sorte, ou en tout cas ont montré leur biais idéologique. Et ce qui est inquiétant dans cette séquence, c'est que ces trois journalistes militantes, ont 1 heure d'antenne tous les jours de 17h à 18h sur la première radio publique du pays. Est-ce que vous imaginez si 3 sympathisants de droite, bien ancrés à droite, avaient seuls le monopole d'1 heure d'antenne sur France Inter tous les jours et inviter qui voulait et poser des questions comme il voulait? Tout le monde en parlerait, ça ferait scandale. Là, ça ne choque pas grand monde. Pour continuer sur le service public, je pense il y a une chose que je lis très peu dans le débat public et moi qui me pose un problème démocratique, c'est que le directeur des contenus de France Télévisions s'appelle Stéphane Sidbon Gomez. C'est sans doute une personne très bien et très qualifiée par ailleurs, mais il était directeur de la campagne d'Eva Joly en 2012, donc il a un engagement passé marqué à l'extrême gauche. C'est pas son seul engagement, plusieurs portraits de lui par Libération, etc. ont montré qu'il vient d'une famille communiste et qu'il n'a pas totalement renié ses engagements, peut-être pas communistes, mais très à gauche. On peut imaginer les réactions si un ex-sympathisant Reconquête, par exemple, était directeur des contenus de France Télévisions. Ça pose un vrai problème démocratique. Évidemment, on peut avoir été un militant et ne plus l'être, peut-être que c'est son cas, mais le directeur des contenus de France Télévisions, à la tête d'une enveloppe de plusieurs centaines de millions d'euros tous les ans et d'équipes de plusieurs centaines de personnes, devrait peut-être avoir un passé idéologique un peu plus neutre. Parce qu'évidemment, le risque que je sous-entends, c'est qu'il favorise les contenus qui vont dans un sens. Sur France Télévisions, désolé, je suis un peu long, mais je finis là-dessus. Sur France Télévisions, ce qui passe aussi complètement inaperçu, c'est France TV Slash. C'est la filiale digitale de France Télévisions qui produit des fictions. Et c'est pas des fictions qui sont peu vues, c'est très vu. Les séries France TV Slash, par voie, sont vues par plusieurs centaines de milliers de personnes, majoritairement des jeunes qui ont entre 14 et 22, 23 ans. Et c'est des séries toutes complètement woke. Par exemple, la dernière que j'ai vue, je crois elle s'appelle Scam, et j'ai regardé la saison 9. C'est l'histoire d'une élève qui arrive dans un lycée. Elle se fait discriminer parce qu'elle est pas blanche et les gens sont dans l'imaginaire woke, tous les blancs sont censés être racistes. Et par exemple, le premier ami qu'elle se fait, la première conversation qu'elle a avec ce nouvel ami, elle le mégenre, parce qu'on dirait que c'est un petit garçon. Et il lui dit en fait moi je suis non-binaire et je préfère qu'on utilise le pronom elle. Et elle dit ah pardon je savais pas, elle s'excuse et puis pendant toute la série. Donc voilà, ça véhicule l'idéologie du genre qu'on peut juger néfaste, l'idée qu'on peut être né dans le mauvais corps. Et c'est pas un exemple isolé. France TV Slash est rempli d'exemples comme ça qui penchent fort à l'extrême gauche. Et ça pose selon moi un problème démocratique parce que c'est l'argent des impôts des Français et ça ne devrait pas servir une cause. Certains scénaristes woke ont tendance à écrire des femmes sans faille et ils croient que ces femmes sans faille sont inspirantes. Alors que dans les scénarios classiques et avant le wokisme, les personnes âgées avaient plus de sagesse parce qu'ils avaient vécu plus longtemps. Chez les woke, c'est l'inverse. Plus on a vécu, plus on a accumulé de vices. Je parle de plusieurs commandements woke et parfois ils peuvent entrer en contradiction. Est-ce qu'on va irrémédiablement se wokiser? Dans le monde de la culture, encore une fois, les gens sont beaucoup des militants persuadés de façonner un monde meilleur. Pour les convaincre qu'ils se trompent, ça prendra des années. On arrive à un paradoxe où petit à petit, je pense que ce sont les œuvres affranchies des commandements idéologiques qui vont être décrites comme les œuvres politiques.